Donc, Imen, elle a bien présenté la démarche diagnostique, donc devant un retard de croissance, parce que là, c'est fondamental, quelle que soit l'étiologie et quelle que soit donc la prise en charge qui va découler de cette étiologie et bien sûr les examens complémentaires. Donc là, je vais essentiellement m'intéresser au traitement par l'hormone de croissance qui fait parfois boulimique dans certaines situations, on va le voir, mais qui est un traitement qui a fait ses preuves et qui a apporté beaucoup de réussite chez les enfants déficitaires et d'autres enfants, parce que maintenant les indications sont de plus en plus élargies. S'il vous plaît. Voilà. Donc, comme l'a dit Imen, donc la taille, c'est un problème, une problématique délicate à gérer aussi bien chez les enfants qui sont de petite taille et aussi chez la famille. Le poids et la taille sont des paramètres de référence pour la santé de l'enfant. Les étiologies, vous les avez vues, elles sont très nombreuses. Les causes endocriniennes ne représentent que 10 à 15% donc, des étiologies de retard de croissance. Et le traitement par l'AGH, avant, il était réservé à certaines étiologies endocriniennes, mais maintenant, on va voir qu'il est de plus en plus élargi. Et ce traitement, il a pour but donc d'améliorer le pronostic de taille finale adulte, la plus proche possible donc de la normale. Comme vous le savez, l'hormone de croissance, c'est une hormone polypeptidique de 191 acides aminés qui est sécrétée par les cellules de l'antéhypophyse. Avant 1985, on a utilisé l'hormone de croissance extraite d'hypophyse humaine, mais elle a été donc abandonnée vu le risque que vous connaissez, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, parce qu'avant, il n'y avait pas toutes les possibilités de purification. Et depuis 1985, on utilise l'hormone recombinante humaine fabriquée par génie génétique. L'indication retard de croissance par déficit en GH, mais maintenant elles sont plus larges. Il y a beaucoup de progrès dans les formes maintenant et la présentation de l'hormone de croissance. Et là, donc, on va voir qu'on va développer des formes à action lente et ça va de une injection tous les 15 jours, toutes les semaines ou bien même tous les mois. Et en plus, il y a des progrès génétiques donc énormes en matière de diagnostic étiologique des déficits en hormones de croissance. La production donc, de l'hormone de croissance, c'est l'antéhypophyse, donc il sécrète aussi bien l'hormone de croissance que la TSH, la prolactine, les hormones gonadotropes et corticotropes. Et elle a donc, elle agit, ses effets sont très bénéfiques puisqu'elle a des effets trophiques sur la synthèse protéique, sur l'anabolisme musculaire, sur la croissance osseuse, sur la minéralisation osseuse. Elle a aussi des effets métaboliques, la lipolyse, et vous avez pour les enfants qui ont un déficit en GH, quand on les met, ils ont une obésité transmusculaire, et quand on les met sous traitement, donc cette obésité va diminuer, voire disparaître, et aussi au niveau du foie par la production de glucose, et c'est pour ça qu'il faut absolument surveiller. Donc là, c'est pour schématiser les différentes actions. Et les hormones de croissance existent sous plusieurs formes. Il y a plusieurs spécialités, beaucoup de laboratoires maintenant qui se sont mis à faire de l'hormone de croissance. Elle peut exister soit sous forme de poudre avec un solvant, et là on va utiliser des seringues pour l'injecter, ou bien des cartouches avec des stylos. Et maintenant le progrès, c'est des stylos pré-remplis qu'on peut utiliser. Donc là, vous avez plusieurs laboratoires et plusieurs présentations. Les formes commerciales qu'on a utilisées en Tunisie et qui ont évolué en fonction du temps, c'est la génotropine, la HTT, le Saison, des laboratoires donc, différents. Et on a utilisé malheureusement uniquement pendant une année à une année et demie les stylos pré-remplis de laboratoire Novo Nordisk.
Le but de ce traitement, c'est d'améliorer le pronostic statural, d'atteindre la taille adulte donc la plus normale possible, d'éviter les complications métaboliques et d'améliorer la qualité de vie de ces enfants. Il faut connaître qu'il y a une très grande variabilité de la réponse à l'AGH en fonction du traitement. Donc l'évolution des indications de l'hormone de croissance, donc on a dit, on a commencé uniquement par le déficit total en hormone de croissance en 1985, puis en 93, donc l'insuffisance rénale chronique, 96 le syndrome de Turner, mais en fait c'était bien avant, même en 90 dans certains pays. En 2000 le syndrome de Prader-Willi, 2001 le retard de croissance intra-utérin, 2003 donc le retard de idiopathique et en 2006 donc le retard de croissance par anomalie du gène SHOX et en 2007 le syndrome de Noonan, mais là c'est pas toujours indiqué. Il est indiqué au Japon et aux États-Unis, mais par exemple en Europe, donc ils ne traitent plus les syndromes de Noonan. En Tunisie, on a 4 indications, déficit total en GH, syndrome de Turner, retard de croissance intra-utérin et l'insuffisance rénale chronique. Pour le déficit en GH, donc, le diagnostic peut se faire au cours de la période néonatale devant l'hypoglycémie, plus ou moins associée à un micropénis. Et là, il faut faire le dosage de l'hormone de croissance. Dans l'enfance, quel que soit l'âge, devant un retard de croissance inférieur à moins de DS, ou bien un ralentissement de la vitesse de croissance qui se fait généralement vers 3-4 ans. Et là, j'insiste de nouveau sur la courbe staturopondérale que doit figurer sur le carnet de santé. Et vous êtes bien intéressés parce que quand on a une courbe, ça nous permet de calculer la vitesse de croissance et d'avancer rapidement dans la démarche diagnostique. Mais si on n'a qu'un seul point, même s'il est inférieur à moins de DS, on est obligé de calculer la vitesse de croissance parce qu'il y a des enfants qui ont donc qui ont le retard de croissance, mais qui peuvent avoir une vitesse de croissance normale. Et s'ils gagnent 5 à 6 cm par an, le traitement ne va pas améliorer cette taille-là. Et c'est pour ça que nous insistons à ce qu'il y ait des courbes, des croissances, des mesures de la taille et du poids sur le carnet de santé. Et bien sûr, si la taille elle est inférieure, donc à moins de DS pour la taille cible parentale. Bien sûr, il faut chercher les différentes anomalies, les anomalies de la lignée médiane, les autres déficits hypophysaires. Le diagnostic positif va se faire sur un bilan de première intention qui a été donc bien détaillé. Le retard de la maturation osseuse, il est aussi exigé et généralement il dépasse les 2 ans et toute fille qui a un retard de croissance doit bénéficier d'un cariotype pour éliminer le syndrome de Turner. Le dosage qu'on fait maintenant, même avec le bilan de première intention, c'est le dosage d'IGF-1. Car l'IGF-1, elle est toujours basse, mais dans les déficits en GH, et il faut savoir l'interpréter en fonction de l'âge, du sexe et du stade pubertaire. Et là, donc, sur cette référence, il est même exprimé en DS. Cette courbe, il faut l'avoir parce qu'il faut orienter rapidement. Il faut faire le test donc, de stimulation, un test simple et un test couplé. Et pour définir le déficit complet, c'est donc une GH inférieure à 5 nanogrammes par millilitre. Ne pas oublier d'explorer donc l'autre fonction hypophysaire pour voir s'il est multiple ou bien c'est un déficit simple pour ajuster le traitement. L'IRM est un abord fondamental dans le diagnostic. Vous allez voir, elle est même entrée dans les indications du traitement. Elle peut être normale, elle peut même être une hypoplasie, un syndrome d'interruption de la tige pituitaire, une ectopie de la post-hypophyse, une atteinte isolée de la tige pituitaire, des malformations cérébrales, mais il faut toujours donc essayer d'interpréter avec les données de la clinique. Elle permet aussi donc de confirmer ou d'éliminer un déficit acquis tel que les tumeurs crânio-pharyngiomes et le gliome ou bien une infiltration histiocytaire. Donc avec ces examens-là, le clinicien
il va se trouver devant deux situations. C'est-à-dire que la première situation, une taille, un retard de croissance inférieur à moins 2S, IGF-1 bas, un test de stimulation qui va montrer un déficit donc total et une IRM pathologique. Donc là, on peut se contenter d'un seul test et bien sûr faire la demande auprès de la CNAM pour que l'enfant puisse bénéficier de ce traitement. Et la deuxième situation, bien sûr, le retard de croissance, IGF-1 bas et l'IRM peut être normal, quoique maintenant il y a des techniques de perfusion qui peuvent montrer que l'anti-hypophyse n'est pas tout à fait normal. Et quand l'IRM elle est normale, on exige 2 tests de stimulation. Bien sûr, l'étude génétique, nous, on ne la fait pas, mais dans les pays, donc, il y a maintenant même une cinquantaine, même une centaine donc, de gènes, que ce soit un déficit isolé ou bien un déficit multiple. Mais de toutes les façons, ça permet de porter de diagnostic, surtout quand on parle maintenant de retard de croissance essentiel ou idiopathique. Et en fait, ces retards de croissance se sont montrés à travers beaucoup d'études, surtout celle qui a été faite par le professeur Michel Pollack, qu'il y a pratiquement 52% d'anomalies osseuses, donc la génétique peut aider dans ces conditions. L'hormone de croissance, les doses, vous le connaissez. Dès qu'on a le diagnostic et on a l'hormone de croissance, la dose c'est 25 à 35 microgrammes par kilo et par jour. Actuellement, on commence très souvent par 35 microgrammes kilo jour, donc une injection le soir, 7 jours sur 7. Et maintenant, on revient un peu plus à commencer par 25 et voir la réponse et augmenter progressivement. Ce traitement, quand il est bien conduit, va permettre donc une accélération de la vitesse de croissance avec prise de 8 à 12 cm et même plus la première année. Puis généralement, ça va se stabiliser entre 7 et 6 cm. Je l'ai dit, la réponse, elle est variable d'un patient à un autre et aussi, elle tient compte aussi des conditions socio-économiques donc, de l'enfant et surtout la compliance au traitement. Là, vous voyez sur cette courbe un enfant qui a été traité à l'âge de 8 ans, c'est quand même tardif, et il a pu rattraper sa croissance. Il est commencé à moins 4 DS, il est arrivé à moins 0,5 DS parce que c'est des parents qui sont très motivés et même quand l'hormone de croissance n'est pas donnée par la CNAM, parce qu'on connaît tous les problèmes de la CNAM, les ruptures et les enfants qui arrêtent 3 mois, 6 mois, les parents, ils l'achètent donc ce produit. Là, un enfant chez qui on a commencé le traitement pratiquement vers 3 ans, et là, vous voyez, il est presque à plus 0,5 DS. Le même enfant qui a commencé vers 6 ans, puis avec ces interruptions successives, on n'est pas arrivé à avoir donc un gain rapide ou bien une correction de sa courbe. Le gain statural, il est prouvé donc par toutes les séries, ça varie de 0,7 à 3, voire même 4 DS, et ceci, et le gain augmente avec le nombre d'années de traitement. Deuxième indication donc, du traitement par l'hormone de croissance, c'est le syndrome de Turner qui associe bien sûr le syndrome dysmorphique, la dysgénésie ovarienne et le retard de croissance avec d'autres atteintes viscérales. Et bien sûr, c'est le karyotype qui va confirmer le diagnostic. Donc, le traitement doit commencer le plus tôt possible, vers 4-6 ans, toujours avant le début de la puberté. La dose, c'est 45 à 50 microgrammes par kilo par jour, mais on peut augmenter en fonction de la réponse et arriver jusqu'à 68 microgrammes kilo jour, ou bien 10 mg mètre carré semaine. Donc, la taille adulte s'est quand même transformée. Sans GH, elle était à 142 cm, plus ou moins 6,5, et sous GH, elle est 150, plus ou moins 6,4. Le gain statural est variable, mais il est en moyenne de 1,3 DS, ce qui n'est pas négligeable pour ces enfants. Et maintenant, plusieurs études ont montré que quand le gain statural n'est pas très important, on peut ajouter une faible dose d'un stéroïde anabolisant, l'oxandrolone, on ne l'a pas nous donc en Tunisie, ou bien une faible dose d'œstrogène.
et l'induction pubertaire doit se faire à l'âge de la puberté normale, avec une surveillance à la fois clinique et biologique. Et les facteurs qui influencent l'efficacité du traitement, c'est l'âge du début, la taille au début, la taille cible parentale, la dose, c'est très très important, et la durée du traitement avant l'induction pubertaire. Et là, vous voyez, le gain moyen est de 1,3 DS. Troisième indication, c'est le retard de croissance intra-utérin. Et là, on insiste beaucoup sur la définition et le traitement n'est donné qu'avec le respect de ces données. Donc, c'est la taille inférieure à 47 cm à 40 semaines d'aménorrhée. Vous savez que 10 à 15% uniquement vers l'âge de 3-4 ans ne rattrapent pas, et ce sont ces 10 à 15% de ces enfants avec retard de croissance intra-utérin qui vont nécessiter le traitement par l'hormone de croissance. La dose, c'est 50 à 67 microgrammes. En moyenne, c'est 60 microgrammes kilo jour. Donc, pour l'âge, maintenant, les EAMM nous sont donnés qu'à partir de 4 ans, avec une taille inférieure à moins de 3 DS en Europe, et aux États-Unis, 2 à 4 ans, plus une taille inférieure à moins 2,5 DS. La surveillance est la même, aussi bien clinique et biologique, mais on insiste beaucoup sur le bilan métabolique chez ces enfants-là parce qu'ils sont plus sujets à des complications cardiovasculaires par rapport aux enfants qui ont les autres pathologies. Et la durée du traitement se fait jusqu'à la fin de la puberté. Quatrième indication, c'est le retard de croissance papillo-insuffisance du gène CHOX. Là, ça fait partie des maladies osseuses constitutionnelles. C'est une dyschondrostéose et le retard est très très important avec donc des anomalies, essentiellement osseuses. Et l'anomalie la plus caractéristique quand on examine l'enfant, c'est les signes de Madelung, c'est-à-dire la déformation en dos de fourchette au niveau de l'avant-bras, avec aussi des incurvations tibéales. Ces signes cliniques sont associés à des anomalies osseuses, essentiellement au niveau des membres, mais aussi au niveau du rachis. Le traitement, par l'AGH, c'est 45 à 50 microgrammes par kilo et par jour, avec la surveillance bien sûr clinique et biologique et surtout orthopédique. Donc la correction chirurgicale, généralement, elle est indiquée en fin de croissance, mais elle peut se faire plus tôt s'il y a atteinte rachidienne et plus ou moins une compression médulaire. Cinquième indication, c'est le syndrome de Prader-Willi. Donc, nous, on n'a pas non plus cette indication. Là, c'est l'hypotonie néonatale profonde, la petite taille vers 3-5 ans, l'obésité morbide vers 5-12 ans, l'hypogonadisme et le retard des acquisitions motrices. La dose, c'est 35 microgrammes kilo jour, mais il faut toujours commencer le traitement après la polysonographie, l'examen ORL, parce que si les enfants ils font des apnées du sommeil, donc il faut éviter le traitement, s'occuper de ces problèmes-là et commencer par des doses faibles. Donc ce traitement, il augmente la vitesse de croissance, diminue la masse grasse, augmente la masse maigre, mais il n'a aucun retentissement sur le développement psychomoteur et sur l'obésité de l'enfant. Pour l'insuffisance rénale chronique, là aussi l'âge supérieur à 2 ans, taille inférieure à moins de 2 DS, une filtration glomérulaire inférieure à 50%, la dose c'est 33 microgrammes kilo jour. Mais une fois la transplantation faite, donc il faut arrêter ce traitement. Maintenant, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui sont en phase 2 et 3 pour faire entrer le traitement par l'AGH dans certaines indications, comme dans l'arthrite chronique juvénile, l'acidose tubulaire distale, l'anorexie mentale, le rachitisme hypophosphatémique, l'hypoachondroplasie, la mucoviscidose et bien d'autres pathologies. Il faut savoir qu'avant toute indication du traitement et prescription de l'hormone de croissance, il faut informer les parents sur les modalités du traitement, les résultats attendus, les effets indésirables, répondent à toutes les interrogations et dans la plupart des pays, ils exigent un consentement écrit des parents depuis le problème que nous avons vu à cause du traitement par l'AGH. Pour les effets donc attendus, bien sûr, c'est l'accélération de la vitesse de croissance, l'augmentation de la taille adulte,
Il y a la réponse individuelle au traitement, éviter l'hypoglycémie, surtout chez les nourrissons qui a un déficit, et donc l'âge de l'arrêt du traitement. Les signes donc, et les risques potentiels sont vraiment rares, on va le voir, tels que l'hypertension intracrânienne, l'allergie à l'AGH, des réactions cutanées, une épiphysiolyse de la tête fémorale et des douleurs articulaires. Donc, ce traitement, la tolérance, elle est excellente, elle est prouvée par toutes les études et les effets secondaires sont vraiment rares, 1 sur 1000 cas. Mais ce traitement, comme je l'ai dit, doit être évalué de façon trimestrielle ou semestrielle sur le poids, la taille, le BMI. Biologiquement, la fonction corticotrope, il faut la contrôler une fois par an. Thyrotrope aussi une fois par an. Fonction gonadique généralement à la naissance et à la puberté. Surveillance du métabolisme glycidique, donc glycémie, hémoglobine A1C. Et généralement, le contrôle se base essentiellement sur le dosage d'IGF-1 1 à 2 fois par an. Et il faut maintenir ce taux inférieur ou égal à 2,5 DS. Pourquoi? Parce que des valeurs élevées ont été rapportées qui peuvent éventuellement favoriser certains cancers, certaines tumeurs, et des valeurs très basses, mais on doute l'adhérence au traitement et ça nous permet d'ajuster les doses. Toujours les interpréter de la même manière et surveillance en fonction de la cause. Et n'oubliez pas de surveiller la maturation osseuse à la fin du traitement. Donc, en cas de mauvaise réponse ou bien de réponse insuffisante, donc, il faut toujours dire qu'il y a une mauvaise compliance thérapeutique. Et là, elle existe dans toutes les séries entre 25 et 50%, surtout chez les enfants en préadolescence et en adolescence qui refusent de faire les injections donc, tous les jours. Rechercher une comorbidité telle que l'hypothyroïdie, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn. Éventuellement, on peut avoir une résistance donc, à l'hormone de croissance ou bien une réponse insuffisante peut aussi mettre en doute le diagnostic. Et dans ce cas, il faut arrêter le traitement pendant 30 jours, réévaluer la sécrétion de l'AGH. Si le déficit se confirme, reprendre le traitement et ajuster la dose. Si la réponse elle est normale, donc il faut arrêter ce traitement. Peut-être que le diagnostic n'a pas été fait de manière correcte. Les facteurs prédictifs d'une bonne réponse au traitement donc par l'AGH, l'âge des enfants, plus l'enfant est jeune, comme on l'a vu tout à l'heure, plus la réponse est bonne. La taille en DS au début du traitement, la dose, les doses fortes, les malades répondent plus qu'à des doses faibles, la vitesse de croissance la première année et l'observance thérapeutique qui est capitale. Donc, la prise en charge à la fin donc, de la croissance, disons, quand arrêter le traitement, donc chez le garçon, si la taille arrive à 170 cm, ou bien un âge osseux supérieur à 15 ans, ou bien une vitesse de croissance inférieure à 3 cm par an. Chez la fille, une taille à 160, un âge osseux supérieur à 13 ans, une vitesse de croissance inférieure à 3 cm par an. Et au moment de la transition, c'est-à-dire le passage du service de l'équipe pédiatrique à l'équipe d'endocrino-adulte, il faut faire une réévaluation de la sécrétion de l'AGH. Donc, tous les patients doivent bénéficier d'une réévaluation, sauf les GH acquis, quand il y a une tumeur, quand il y a autre chose, ou bien un déficit sévère congénital associé à une hypoplasie ou bien un syndrome de la tige pituitaire et d'autres attentes de l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'IRM pour la réévaluation n'est pas nécessaire. Si le déficit persiste, continuez le traitement et assurez bien sûr la surveillance. Mais il faut savoir qu'en Tunisie, même si on fait une réévaluation et qu'on trouve le déficit, donc on ne donne pas le traitement par l'hormone de croissance. Dans les autres pays, donc on continue. C'est pour prévenir les complications métaboliques et surtout pour garder une bonne minéralisation osseuse qui peut retentir par la suite sur l'enfant. Les dangers de l'hormone de croissance, donc certainement il y a 4 ou 5 ans, vous avez eu donc, le problème et le scandale qui a été provoqué en fait
parce que c'est confirmé, à cause d'un désaccord entre deux endocrinopédiatres. Et il faut rassurer les parents et les enfants qu'il n'y a pratiquement pas de danger dans l'utilisation du traitement par l'hormone de croissance. Donc, l'étude SAGE, qui a porté sur 6 874 patients traités, n'a pas montré donc d'accident sévère. Pas de cancer, quelques cas, donc 11 cas d'AVC, donc 11 cas de complications plutôt cardiovasculaires, 9 cas d'AVC et donc un cas d'hémorragie cérébrale et un cas d'hémorragie méningée. Mais ces complications, comme je l'ai dit, l'étude a montré qu'ils sont plus en rapport avec la petite taille, surtout chez les enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin, qui sont prédisposés à ces complications vasculaires et ils n'ont aucun lien avec l'hormone de croissance. Le risque métabolique, là on a dit qu'il faut vraiment assurer la surveillance, des pathologies neuromusculaires mais qui ne sont pas très graves, des douleurs osseuses, une petite scoliose, une hypophysiolyse. La mortalité, aucun cas de décès n'a été rapporté à l'utilisation de l'hormone de croissance. Comment améliorer la compliance à ce traitement? Donc, c'est par l'utilisation des stylos pré-remplis qui va favoriser l'administration de la dose exacte. Il n'y a pas de gaspillage de produits. C'est un produit à stockage flexible. Une fois que tu as les stylos, on peut le garder pendant 20 jours à température ambiante. Ça permet une meilleure qualité de vie et un rapport coût-efficacité. Juste quelques diapos, parce qu'on ne peut pas parler sans parler de nos résultats. Donc là, il y a une étude rétrospective multicentrique donc, du centre du Sud que nous avons effectuée. Et cette étude a porté sur 27 ans et on a colligé 150 cas. 5 services de pédiatrie ont participé, SOUS, 2 services de pédiatrie de SOUS, service de Média, de Monastir, et le service de Sfax, et le service d'endocrino-adulte de Sfax. Donc l'âge moyen au moment du diagnostic était de 8 ans, donc de 1 mois jusqu'à 17 ans. Le type de déficit était isolé donc dans 66,4%, déficit multiple dans 33,6%, et un diabète insipide chez 6 enfants. L'IRM cérébrale, donc, elle était donc, pathologique pratiquement dans 56% des cas. Toutes les anomalies ont été observées. Et pour certains malades, on n'a pas pu faire l'IRM, les anciens. On a fait juste le scanner qui a montré une hypoplasie de l'antéhypophyse chez 3 patients, une selle vide chez un patient, un kyste anaroquidien chez un patient. Elle était normale dans 22 cas. Donc, dans cette étude, on a les déficits congénitaux, donc 25 cas, 6 cas de déficit acquis et les déficits idiopathiques ou génétiques donc, étaient présents dans 88 cas. Et là, maintenant, il n'y a plus de déficit idiopathique puisque la recherche des gènes impliqués dans le déficit en hormones de croissance et les autres étiologies sont de plus en plus développées et qui nous permettent d'arriver à un diagnostic. Sur les 150 cas, donc 113 ont été traités par l'hormone de croissance, 17 cas non traités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale, il n'y a pas de CNAM. Et le traitement qui a touché donc 75% des patients, donc il a commencé à un âge moyen en moyenne de 8,7 ans, donc 2 ans, 18 ans. La taille au début était à moins 3,5 DS. L'âge osseux, donc il y a un retard de 4 ans. La dose moyenne, c'était 33 microgrammes, donc kilojour. Le nombre d'injections varie. Avant, on donnait 3, puis à 6 et maintenant 7. La moyenne, c'est 6 années d'injection et la durée du traitement, 3 ans et plus. Donc, il y avait d'autres atteintes, telles que une hypothyroïdie chez 25 patients, une insuffisance corticotrope, donc chez 15 patients. L'évolution sous traitement, elle est comparable à toutes les études de la littérature, avec un gain statural en moyenne de 1,2 déviation standard. Et ce gain, comme je l'ai dit, varie aussi
en fonction des paramètres prédictifs du retard de croissance par déficit en GH et aussi de la durée du traitement. Le traitement a été chez 28 patients, soit que l'âge chronologique a été dépassé et surtout l'âge osseux. Les causes de l'arrêt, un âge osseux supérieur à 13 ans chez la fille, donc 3 cas, supérieur à 15 ans chez le garçon, 3 cas, une vitesse de croissance inférieure à 3 cm, 2 cas, une taille supérieure à 1,60 m chez les filles, 5 cas, un problème de prise en charge et 2 sont perdus de vue. Donc là, vous voyez que le traitement de l'hormone de croissance, maintenant, il a des indications qui sont élargies. Il améliore la taille adulte, assure une bonne qualité de vie, évite les complications métaboliques liées à l'insuffisance somatotrope. Il exige une surveillance stricte, à la fois clinique et biologique. Il a beaucoup bénéficié de progrès génétiques et surtout les progrès pour un peu augmenter la compliance au traitement, à savoir les formes à action prolongée, qui sont au stade 3 des essais cliniques. Et bien sûr, on insiste beaucoup sur les respects des indications et des doses retenues par l'AMM, car malheureusement, maintenant, les enfants ils sont adressés pour d'autres motifs et ils demandent toujours le traitement par l'hormone de croissance alors qu'il n'y a pas d'indication. Donc, merci de votre attention. Et comme l'a dit James Tanner, growth is the mirror of health. Et c'est à nous d'assurer cette croissance normale chez nos enfants et de les soutenir jusqu'à la fin de l'âge pédiatrique, voire même jusqu'à l'âge adulte. Merci. Merci, cher professeur, pour cet exposé clair. Vous qui êtes la pionnière de l'endocrinologie pédiatrique à Sfax, merci aussi, ma chère amie Imen, pour votre exposé clair et pertinent. Heureusement que ces pathologies sont rares et la pathologie la plus fréquente, la cause la plus fréquente du moins, c'est le retard de croissance essentiel. À vous, mes amis, pour les questions. Donc, peut-être avant de donner la parole aux différents présents, je voudrais saisir cette occasion pour remercier nos maîtres, professeur Drik Ali et professeur Hashish Aboujia, qui ont initié et développé l'endocrinologie dans le service et qui ont contribué énormément à notre formation dans ce domaine. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Tout est clair? Pas de questions? Pour démarrer le traitement par GH, bon, pour le retard de croissance, vous dites qu'il faut attendre 4 ans parce qu'il y a un rattrapage et il y a 15% qui ne rattrapent pas pour les autres. Si on fait des diagnostics de Turner très tôt, est-ce qu'on peut démarrer Non, je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que généralement, le diagnostic il est souvent fait vers l'âge de 4 ans parce que c'est là où on constate la cassure. Les parents avant ne se rendent pas compte de ce retard, mais le traitement peut commencer même en période néonatale. Si vous avez un enfant qui a des hypoglycémies sévères avec le reste de l'enquête étiologique, insulinémie, cortisol, qui sont donc normaux, et l'hormone de croissance, il faut savoir la doser en cas d'hypoglycémie, surtout si elle est associée à un micropénis, mais même sans micropénis, on peut commencer le traitement très tôt. D'accord, ok, merci. Et pour le syndrome de Turner, par exemple, donc là, généralement à partir de 4 ans, mais aux États-Unis, il commence à partir de 2 ans. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Mais là, on a dit 4-6 ans, c'est parce que c'est là où les enfants consultent et le plus souvent, c'est là où le diagnostic est porté. Et pour l'arrêt du traitement, il faut pour 14-15 ans? Pour l'arrêt du traitement, donc chez le garçon, c'est une taille, il arrive à 1,70 m, un âge osseux supérieur à 15 ans et une vitesse de croissance inférieure à 3 cm par an. Et pour la fille, taille 160 cm, âge osseux supérieur à 13 ans et une vitesse de croissance inférieure à 3 cm. Ok, merci.
Une autre question? Merci. Est-ce que le déficit en GH peut être, lorsqu'il est isolé, responsable d'hypoglycémie chez le nouveau-né? Un déficit isolé? Oui, il peut être isolé. D'accord. Il peut être isolé, Lorsqu'il est isolé, il est comme je l'ai responsable dit, d'hypoglycémie. il faut systématiquement doser la cortisolomie avec quand vous avez une hypoglycémie chez l'enfant et bien sûr l'insulinémie et bien les bandelettes urinaires. D'accord. Et dans ce cas, c'est une indication au traitement? Oui. Lorsqu'il est isolé? Bien D'accord. sûr, même s'il est isolé, c'est une indication. D'accord, merci. Plus de questions? Il y a une question. Oui, allez-y. Je voulais demander, quand on fait l'âge osseux avant l'âge de 2 ans, on le considère pathologique quand il y a une différence de combien par rapport à l'âge chronologique? L'âge osseux. L'âge osseux, quand on le fait avant L'âge osseux. 2 ans. Avant 2 ans. Il Donc, faut une différence de combien pour dire qu'il est pathologique? bon, généralement, à cet âge-là, comme je l'ai dit, il peut ne pas y avoir donc de retard de croissance, donc avant, mais chez les enfants plus grands, il faut exiger un retard de la maturation osseuse supérieur ou égal à 2 ans. Donc, quand on le fait avant l'âge de 2 ans, donc il n'y a pas de signification. Bon, il peut être retardé, mais on ne peut pas appliquer la règle de 2 ans. Il peut D'accord. être retardé, et puis quand on fait le diagnostic, bon, je l'ai dit, c'est souvent très rare à 2 ans, mais il y a toujours un retard, mais on ne peut pas appliquer un retard supérieur à 2 ans, sinon ça va être en anténatal. Merci. Ouais. Oui, Mohamed. Oui, la dernière, s'il vous plaît. Une intervention d'ordre pratique. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un nouveau-né qui a une hypoglycémie nouveau-né. Et on a fait le diagnostic du déficit en hormones de croissance assez rapidement. Et c'était pas facile d'avoir l'hormone de croissance. Heureusement, on connaît un patient qui l'utilisait, qui nous a dépanné par un flacon. En pratique, comment on peut l'avoir, l'hormone de croissance? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de prescrire? Est-ce qu'il y a un centre où on peut le... Bon, il n'y a pas de centre, il y a uniquement la CNAM qui peut donner l'autorisation, mais avec toutes ces difficultés, malheureusement, et chez ces enfants-là, il faut utiliser les stylos pré-remplis parce que ce sont de faibles doses, et pour ne pas donner une dose un peu erronée, et il faut absolument faire la demande le plus tôt possible et dire que insister auprès de la CNAM, ce sont les parents généralement, mais le médecin il peut donner un coup de fil. Mais maintenant, vous pouvez trouver l'hormone de croissance dans certaines pharmacies privées. C'est bien. Ouais. Parce que surtout ces interruptions répétées, ces formes galéniques qui Tout à fait, changent tout à fait. en 2014, je crois, Tout à fait. ils ont changé 4 formes. Ça change tout le temps. Ouais. Et entre une forme et une autre, ils mettent entre 3 et 6 mois. Et ça, c'est catastrophique. Et moi, quand je parle, vous savez ma façon de parler, je lui ai dit, écoutez, arrêtez de donner l'hormone de croissance aux enfants, ne leur faites pas ça, parce que vraiment, ils sont en train de subir des sévices. Ou vous êtes capable d'assurer un traitement, ou vous n'êtes pas capable d'assurer un traitement. On ne peut pas laisser des enfants 6 mois, une année, et puis les parents reviennent toujours vers vous. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Je lui ai dit, moi je prescris, mais je n'ai pas d'autorité pour donner ça. Mais il faut vraiment sensibiliser les médecins de la CNAM parce que parfois vous pouvez arriver à des solutions.